je remercie les camarades du PRCF de nous avoir invités à ce débat. Donc on s'inscrit effectivement dans le débat sur la situation politique et des luttes. Alors juste moi je voudrais simplement repartir sur un fondamental, mais vous l'avez développé, c'est sur le rôle de l'Union européenne et sur le fameux débat, l'Europe est-elle réformable de l'intérieur? Nous on a une position dans notre syndicat, puisque c'est la position, ce que j'ai exprimé c'est ma position propre, évidemment j'ai mandat de mon syndicat aujourd'hui, donc d'exprimer la position de notre syndicat Énergie Paris. Alors juste pour être clair, nous on est le syndicat de l'énergie, c'est-à-dire qu'on regroupe tous les électriciens et gaziers de la capitale, on n'est pas la fédération, on est le syndicat parisien des électriciens et gaziers. Nous on pense aujourd'hui, au vu des différentes discussions qu'on peut avoir dans les congrès, dans les assemblées générales, dans nos organisations internes, notamment la CGT, que les camarades qui prônent le changement de l'Europe par l'intérieur, au fond d'eux-mêmes, ne veulent pas vraiment le changer. C'est surtout ça le problème. C'est-à-dire qu'en gros, de par leur position sociale, de par les mandats qu'ils occupent ou autres, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'exemples factuels au-delà même du dogmatisme qui prouvent qu'aujourd'hui, l'Europe, l'Union européenne n'est absolument pas réformable de l'intérieur, c'est impossible. Et le meilleur exemple, quand même, il est relativement récent à l'échelle de l'histoire. Il y a eu un référendum en 2005. Le peuple français, à la surprise générale, on va dire, du capital et des oligarques, s'est prononcé pour un rejet de cette constitution. Si cette Union européenne était réellement démocratique, elle accepterait des décisions démocratiques. Elle ne l'a pas accepté, évidemment, puisque son intérêt, c'est de défendre effectivement les intérêts du capital. Et donc, on est là depuis 2005, notamment, sur en fait un processus qui continue, qui s'accélère, mais dont les peuples, en tout cas en France et dans beaucoup de pays européens, l'ont rejeté. Donc, et pour ça, nous, on est un peu plus. Alors, j'entends comment dirais-je, les constats qui sont faits. Nous, moi, je dirais que je suis un peu plus optimiste au regard, y compris des situations actuelles et ce qu'on voit aujourd'hui. Quand on dit le peuple n'est pas forcément prêt à entendre certaines choses, moi, je pense le contraire. Et quand là, on a fait plein d'AG générales. On a fait plein d'AG générales du personnel, je sors de 15 AG, on a vu des jeunes syndiqués, non syndiqués, des jeunes qui sont politisés, d'autres qui ne le sont pas. Et en fait, les jeunes, aujourd'hui, ou beaucoup de salariés, en tout cas je parle pour nos entreprises à nous, ils sont tout à fait prêts à écouter ce genre de discours, à le comprendre, simplement c'est un discours qu'ils n'entendent jamais. C'est ça le problème. Et que les organisations politiques ou syndicales, et je parle y compris de la mienne au niveau national, c'est ce genre de discours qu'on devrait porter à la classe ouvrière, au pays, au peuple. Sauf que ce discours, il n'est pas tout. Et donc, quand on l'explique à des jeunes ou des moins jeunes, quand on essaie d'y apporter, alors pas de façon seulement subliminale, mais en apportant des exemples concrets, la population est tout à fait prête à l'entendre, elle l'accepte. Et moi je pense justement que le résultat notamment des dernières élections et présidentielles et surtout législatives montre que le peuple est prêt à l'entendre, puisque on a quand même au deuxième tour des législatives une abstention de 65%. Donc ça veut dire qu'il y a 65% de personnes qui ne se retrouvent pas dans le discours politique et ce que proposent les différents candidats aux élections. Donc il n'y a pas 65% de feignants qui ne veulent pas aller se déplacer, qui n'ont rien à branler des élections. Non, il y a dans une immense majorité de ces gens-là des gens qui ne se retrouvent pas parce qu'on ne leur donne pas un discours clair, net, sur les responsabilités qui, de toute façon, même s'ils ne sont pas toujours en capacité de les expliquer, savent pertinemment d'où ça vient et d'où elles viennent. Alors nous, par rapport aux luttes actuelles, on a eu quand même l'épisode loi El Khomri, dite loi El Khomri. Je vais prendre l'exemple de la CGT. Nous, sur notre syndicat, on a expliqué depuis le début, en l'expliquant, en l'argumentant, que la loi El Khomri n'est autre qu'une loi voulue par l'Union européenne. El Khomri, c'est juste le portefeuille en France de cette loi-là, comme l'était Peters en Belgique, etc. etc. On a eu un épisode, effectivement, quand même de grosse mobilisation, mais il faut reconnaître qu'il n'a pas abouti, en tout cas à l'échelle de l'immense attaque que représentait cette loi, qui n'a pas abouti au retrait de la loi El Khomri. On est reparti là dans une nouvelle phase avec les ordonnances XXL, encore une fois de Macron, portées par l'Union européenne et le capital derrière. Donc dans la stratégie, effectivement, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ces combats-là, on les a perdus? Qu'est-ce qui fait qu'en 2010, on a perdu le combat des retraites? Et moi, je parlais en tant que syndicaliste. Il y a des périodes où on n'a pas eu le rapport de force, c'est vrai, mais il y a des périodes où le rapport de force, on l'a eu. En 2010, le rapport de force, on l'avait. Quand on fait 9 manifs à plus de 3 millions de personnes dans les rues en France, qu'on n'allait pas nous expliquer, qu'on voyait nous ce qui se passait dans nos entreprises, le rapport de force était là. En 2016, le rapport de force était là. Simplement, il y a eu, encore une fois, il faut quand même le reconnaître, un manque de relais
de nos organisations, un manque de clarté de nos organisations et dans la stratégie, dans ce qui était porté. Encore une fois, aujourd'hui, comment dirais-je, l'Union européenne, ces lois-là sont de l'ordre de l'Union européenne. À l'époque de la phase El Khomri, en 2016, les Belges étaient exactement au même moment, dans les rues, de façon tout aussi massive, pour combattre la loi Peters, qui était un copier-coller, si vous la lisez, c'est un copier-coller avec les ordonnances, enfin les prérogatives El Khomri. Et à quel moment nos organisations syndicales, politiques, ont fait le lien, ne serait-ce qu'entre deux pays qui sont frontaliers, voilà, qui, au même moment, dans l'espace-temps, se retrouvaient dans les rues sur une même problématique. Il n'y a aucune organisation, ni politique, ni syndicale de masse, je dis bien de masse, qui n'a effectué ce travail-là. Et en l'occurrence, par exemple, 2016, la CGT, puisque je parle de mon syndicat, on s'est arrêté au 15 septembre, comme ça, et on a arrêté le combat sur la loi El Khomri sans aucune explication, sans aucun débat au niveau national, dans les structures de base, pour savoir pourquoi on arrêtait ce combat-là. Et donc, effectivement, la conséquence, c'est que, globalement, ce combat-là l'a perdu. On se retrouve aujourd'hui, 1 an après, avec un président qui est, alors c'est ce qu'on disait nous dans nos écrits, hein, ils se prennent même plus la tête maintenant à prendre dans les partis traditionnels. Ils ont pris quelqu'un du sérail, voilà, un banquier, qu'ils ont monté comme un produit via les médias de masse qui appartiennent effectivement aux plus grands milliardaires, et ils l'ont mis en avant. Moi je pense qu'il y a quand même aujourd'hui, le 12 septembre a été quand même un moment important de mobilisation, notamment dans l'énergie, mais pas que. Je pense qu'on repart sur des bases intéressantes et que c'est simplement la clarté du discours qu'on va prononcer dans les prochaines périodes, et donc la volonté, effectivement, par rapport à ce discours-là, de mettre en adéquation les actes qui vont faire qu'on le gagnera ou qu'on ne le gagnera pas. Aujourd'hui, effectivement, si on repart sur des manifestations saute-mouton, sans rien, aucune autre perspective, on va se planter. Si effectivement on est sur la propriété de l'entreprise, la propriété du capital, ça veut dire qu'on doit